Ville de Luxembourg, 7 janvier 1945, 18 heures. La bataille des Ardennes s'effondre enfin dans les forêts gelées. Mais à l'intérieur du quartier général allié, la guerre est loin d'être terminée. Le général Omar Bradley, connu du monde entier comme le général des soldats, est assis à son bureau. C'est un homme célèbre pour son calme, son comportement presque ennuyeux. Il ne porte pas de revolver à poignée de nacre comme Patton, il ne porte pas de béret comme Montgomery. Il ressemble à un instituteur corrigeant des copies. Mais en ce moment, le crayon dans sa main est sur le point de se briser. Il vient de lire la transcription d'une conférence de presse donnée ce matin par le maréchal Bernard Montgomery. Pendant des semaines, Bradley a avalé des insultes qui feraient hurler un homme moins fort. Il a vu ses armées lui être retirées, ses tactiques ridiculisées et ses soldats utilisés comme pions dans un voyage d'ego britannique. Mais cette transcription est différente. Ce n'est pas seulement une insulte, c'est un vol de l'histoire. La plupart des historiens se concentrent sur les disputes bruyantes de Patton. Mais le moment le plus dangereux pour l'Alliance alliée n'est pas venu avec un cri, il est venu avec un murmure. Quand l'homme le plus silencieux de la pièce a finalement décidé qu'il en avait assez, il a tendu la main vers la ligne téléphonique sécurisée vers Dwight Eisenhower. Il n'appelait pas pour négocier, il appelait pour démissionner. L'instituteur était sur le point de donner une leçon au commandant suprême. Pour comprendre le poids de ce refus, vous devez comprendre l'homme. Omar Bradley était une anomalie pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans une armée de pans comme MacArthur et Patton, Bradley était un moineau. Il ressemblait à un professeur d'université qui s'était égaré sur un champ de bataille. Il portait des uniformes standards, mangeait avec les soldats et détestait les projecteurs. C'était le général des soldats. Il croyait que le travail d'un commandant était de dégager le chemin pour ses hommes, pas de courir après les gros titres. Pendant 2 ans, de la poussière de Tunisie aux haies de Normandie, Bradley avait accepté son rôle de subordonné fiable. Il s'est effacé pour laisser Patton prendre la gloire en Sicile. Il s'est effacé pour laisser Montgomery prendre la tête à Caen. Il opérait sur une croyance simple et naïve. Si vous faites bien votre travail, le crédit se fera tout seul. Il faisait confiance au système. Il faisait confiance à son ami Eisenhower pour être l'arbitre équitable entre les chevaux de trait américains et les poneys de spectacle britanniques. Mais Bradley ne réalisait pas que dans la guerre de coalition, le silence est souvent confondu avec la faiblesse. Il pensait être un bon allié. Montgomery pensait qu'il était un paillasson. Et les paillassons sont faits pour être piétinés. Tout au long de l'hiver amer de 1944, Bradley s'est accroché à une croyance singulière. Nous sommes une seule équipe. Même lorsque les Allemands ont lancé leur contre-offensive massive à travers les Ardennes, brisant la paix du front fantôme, Bradley a essayé de garder son sang-froid. Il savait que l'alliance était fragile. Il savait que Churchill et Roosevelt regardaient. Il a réprimé son ego pour le bien commun. Quand Patton enrageait contre l'interférence britannique, Bradley le calmait. Quand la presse posait des questions suggestives, Bradley donnait des réponses diplomatiques. Il croyait sincèrement que combattre les Allemands était la seule priorité et que les querelles mesquines sur les frontières de commandement étaient des distractions. Il supposait que Montgomery, malgré toute son arrogance, ressentait la même chose. Il supposait que lorsque le sang américain se répandait sur la neige, le maréchal britannique traiterait la crise avec le respect solennel qu'elle méritait. C'était une croyance née de l'optimisme américain. C'était une croyance qui était sur le point d'être démantelée, pièce par pièce, par la machinerie froide de l'ambition britannique. La trahison n'a pas commencé par un discours, elle a commencé par une carte. La première fissure dans la résolution de Bradley est apparue dans la nuit du 20 décembre 1944. L'offensive Panzer allemande avait enfoncé un coin physique de 45 miles de profondeur et 60 miles de largeur dans les lignes américaines. Les lignes téléphoniques reliant le quartier général de Bradley à Luxembourg à ses armées du Nord étaient coupées. Eisenhower, invoquant la paralysie des communications, a pris la décision fatidique. À 22h30, il a ordonné le transfert de la 1re armée américaine sous Courtney Hodges et de la 9e armée américaine sous William Simpson au 21e groupe d'armées de Montgomery. Les chiffres étaient catastrophiques pour Bradley. En un seul coup administratif, il a perdu le commandement de 200 000 soldats américains. Il a perdu les 2/3 de sa puissance de combat. Il a été dépouillé des divisions d'élite qu'il avait entraînées depuis le jour J. Du jour au lendemain, le commandant de la plus grande force américaine en Europe a été réduit à ne diriger que la 3e armée de Patton au sud.
C'était une rétrogradation en tout sauf le nom. Bradley a fait valoir que ses liaisons radio fonctionnaient parfaitement, mais la décision est restée. Il a été forcé de remettre ses hommes à un rival qui méprisait ouvertement les tactiques américaines. Mais la perte de commandement n'était que le début. La deuxième fissure était personnelle. Le 25 décembre, alors que les troupes américaines gelaient dans des trous de renard, Montgomery est arrivé pour inspecter son nouveau commandement. Il n'est pas venu discrètement. Il est arrivé à 11h, conduit dans une Rolls-Royce polie, portant un uniforme impeccable qui contrastait fortement avec les Américains couverts de boue. Son premier acte a été d'annuler la contre-attaque américaine. Bradley et Hodge avaient préparé un plan pour frapper les flancs allemands près de Houffalize immédiatement. Montgomery a regardé le plan et l'a jeté. Il a ordonné un rangement des lignes, un repli vers des positions défensives. Cette décision a retardé la contre-offensive alliée de près de 2 semaines. Alors que 12 divisions américaines restaient inactives sous les ordres britanniques, les Allemands ont été autorisés à consolider leurs gains. Montgomery a fait la leçon à des généraux américains vétérans, des hommes qui avaient commandé des corps au combat pendant des années sur les bases de la défense d'infanterie. Il a traité la première armée américaine non pas comme un partenaire, mais comme une unité brisée qui avait besoin de la discipline britannique pour survivre. Pour Bradley, regardant depuis la touche, ce n'était pas seulement de la prudence, c'était une faute professionnelle. Mais les insultes les plus profondes ne se produisaient pas dans la salle des cartes, elles se produisaient dans les tranchées. Pour comprendre pourquoi le sang de Bradley bouillait, il faut regarder au-delà des généraux et regarder la boue. Le conflit ne concernait pas seulement les égaux, il concernait les vitesses de survie. Les soldats américains se battaient avec une improvisation désespérée. Ils voulaient avancer vite, casser des choses et rentrer chez eux. Le 21e groupe d'armée de Montgomery se battait selon le livre, un livre très lent, très épais. Des rapports sont revenus à Bradley qui étaient exaspérants. Des unités américaines prêtes à contre-attaquer ont reçu l'ordre de s'arrêter et d'attendre, parce que les unités de flanc britanniques n'avaient pas terminé leur réorganisation matinale. Alors que les médecins américains criaient pour obtenir du soutien pour évacuer les blessés, les officiers de liaison britanniques refusaient calmement les demandes d'artillerie, parce qu'elles n'avaient pas été approuvées par les canaux appropriés. Ce n'était pas seulement ennuyeux, c'était mortel. Un commandant américain a écrit que se battre sous Montgomery, c'était comme essayer de sprinter en portant des bottes de plomb. La paralysie bureaucratique signifiait que les chars allemands, qui auraient pu être détruits en quelques minutes par l'initiative américaine, ont été autorisés à s'échapper parce que le protocole britannique exigeait un ordre signé. Bradley ressentait chacun de ces retards comme une blessure personnelle. Il a réalisé que la prudence de Montgomery ne sauvait pas des vies, elle les gaspillait. Ces hommes mouraient non pas à cause des balles allemandes, mais à cause de la bureaucratie britannique. La rupture finale n'est pas venue d'un char allemand, elle est venue d'un microphone. Le 7 janvier 1945, la facture du boucher pour la bataille des Ardennes était sur le bureau de Bradley. C'était un morceau de papier lourd de morts. 19 246 soldats américains tués, 47 500 blessés et 23 000 disparus. C'était le mois le plus sanglant de l'histoire de l'armée américaine. Puis Bradley a allumé la radio pour entendre la conférence de presse de Montgomery. Pendant 30 minutes, il a écouté un fantasme. Montgomery a parlé de la bataille non pas comme une lutte désespérée pour la survie, mais comme une opération britannique bien rangée où il avait réglé le désordre. Il a revendiqué le mérite de la victoire en utilisant une distorsion écœurante des données. Dans le secteur nord critique, où les attaques étaient les plus féroces, le propre 30e corps britannique de Montgomery avait subi moins de 200 pertes, principalement parce qu'ils étaient tenus en réserve. Il revendiquait une victoire achetée entièrement avec 80 000 pertes américaines. Pour Bradley, ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était du vol de valeur sur une échelle industrielle. Montgomery construisait sa légende sur les cadavres de garçons américains du Kansas et de l'Ohio. Les mathématiques étaient nauséabondes. Chaque fois que Monty disait « je », Bradley le ressentait comme une profanation des hommes gelant dans les tombes à âme. L'illusion du noble allié ne s'est pas seulement brisée, elle a pourri là, sur le bureau. L'instituteur a réalisé qu'il travaillait avec un voleur. La pièce à l'intérieur du quartier général de Luxembourg est devenue silencieuse comme la mort. Bradley n'a pas crié. Il n'a pas jeté la transcription contre le mur comme Patton l'aurait fait. Au lieu de cela, un calme terrifiant s'est installé sur lui. C'était la froideur d'un homme qui a été plié jusqu'à ce que le métal se brise enfin.
Il a fixé le téléphone. Pendant 3 ans, il avait été le gentil, le paillasson, la colle empêchant l'alliance de s'effondrer. Il avait laissé Eisenhower vendre sa dignité pour garder Churchill heureux. Plus maintenant. Il a décroché la ligne sécurisée vers Eisenhower. Sa voix était conversationnelle, presque douce, ce qui faisait que les mots sonnaient comme une condamnation à mort. « Ike, dit-il, fixant la neige tombant à l'extérieur de la fenêtre. Vous avez un choix à faire. Je ne peux pas servir sous Montgomery. S'il commande à nouveau des troupes américaines, vous pouvez me renvoyer chez moi. » Il n'a pas offert de compromis. Il n'a pas demandé d'excuses. C'était un ultimatum binaire. Lui ou moi. Dans ce moment gelé, le subordonné est mort. Et le commandant est né. Il tenait un pistolet sur la tête de la structure de commandement alliée. Le silence à l'autre bout de la ligne était plus lourd que n'importe quel barrage d'artillerie. Le paillasson venait de devenir un mur de pierre. Eisenhower a reposé le combiné. Sa main tremblait. Il a réalisé que Bradley ne menaçait pas seulement de démissionner. Il menaçait d'effondrer toute la structure de commandement américaine en Europe. Pour la première fois, Ike a compris qu'il avait poussé son meilleur ami trop loin. La nouvelle s'est répandue rapidement. George Patton, apprenant la position de Bradley, a immédiatement jeté de l'essence sur le feu. « Dis-lui d'aller au diable, Brad !» Patton a rugi au téléphone. « Je démissionnerai avec toi, nous rentrerons tous les deux chez nous et dirons la vérité. » Soudain, Eisenhower a fait face à une mutinerie de ses principaux commandants de terrain. Toute la structure de commandement américaine se solidifiait contre Montgomery. Le coût politique d'apaiser les Britanniques venait de devenir trop élevé. Eisenhower a réalisé qu'il ne pouvait plus sacrifier ses propres généraux pour sauver les sentiments de Churchill. L'illusion d'une seule équipe était morte. C'était maintenant les Américains contre les Britanniques. Et les Américains avaient les chiffres. Eisenhower a réalisé qu'il ne pouvait plus sacrifier ses propres généraux pour sauver les sentiments de Churchill. Pourquoi cette blessure est-elle allée si profondément ? Ce n'était pas seulement une question de tactique militaire, c'était une question de guerre des classes. Montgomery regardait Bradley et voyait un colonial rustique, un roturier du Missouri qui manquait de l'éducation de l'aristocratie britannique. Monty traitait les soldats américains non pas comme des partenaires, mais comme du matériel biologique brut à gérer par l'intellect britannique supérieur. Mais la blessure plus profonde et plus sombre a été infligée par Eisenhower. Bradley et Ike étaient camarades de classe, meilleurs amis. En permettant à Montgomery d'humilier Bradley pendant des semaines en dépouillant son commandement et en le forçant à mendier des miettes, Eisenhower avait commis la trahison personnelle ultime. Bradley a réalisé qu'Eisenhower avait sacrifié leur amitié sur l'autel de la politique. Il avait vendu ses propres généraux pour maintenir la paix avec l'ombre. L'explosion du 7 janvier ne concernait pas seulement l'arrêt de Monty, c'était Bradley forçant Eisenhower à cesser d'être un politicien et à agir enfin comme un commandant américain. C'était un cri de douleur d'un homme qui a réalisé que sa loyauté avait été utilisée comme une arme contre lui. Il a forcé Eisenhower à se regarder dans le miroir. La réaction d'Eisenhower a été rapide et décisive. Il n'a pas seulement écrit une réprimande à Montgomery, il a physiquement modifié la carte. Le 17 janvier 1945, à peine 10 jours après la conférence de presse, la première armée américaine a été rendue au commandement de Bradley. Des semaines plus tôt que Montgomery ne l'avait prévu. L'effet a été électrique. Bradley, libéré de la supervision britannique, a déchaîné ses armées avec une nouvelle fureur froide. Il a ignoré les appels de Montgomery pour un soutien dans le nord. Il a conduit le 12e groupe d'armées de manière agressive vers le Rhin. Il n'attendait plus la permission. Et puis est venu le moment qui a prouvé qu'il avait raison depuis le début. La preuve ultime que Bradley avait raison de se révolter est venue en mars 1945 dans un endroit appelé Remagen. C'était le moment où l'instituteur a finalement enlevé les gants. Montgomery planifiait méticuleusement une traversée massive du fleuve Rhin dans le nord. C'était typique de Monty, des semaines de préparation, des milliers de canons d'artillerie et des millions de tonnes de fournitures. Il a exigé que tous les efforts alliés s'arrêtent pour soutenir son grand spectacle. Il voulait la gloire d'être le premier à traverser le Rhin. Mais Bradley,
opérant maintenant avec une indépendance froide, a ignoré le scénario lorsque des éléments de sa 9e division blindée ont trouvé le pont de Ludendorff à Remagen miraculeusement intact. Bradley n'a pas demandé la permission, il n'a pas appelé Montgomery, il n'a même pas attendu Eisenhower. Il a crié un ordre, traverser, et pendant que Montgomery répétait encore ses lignes pour la représentation principale, les troupes de Bradley se déversaient à travers le Rhin. Au moment où Monty a lancé son opération Plunder coûteuse, Bradley avait déjà 4 divisions du côté allemand du fleuve. Quand la nouvelle a éclaté que les Américains lents et rustiques avaient battu les Britanniques pour le prix, l'humiliation a été inversée. Montgomery était furieux, mais il ne pouvait pas dire un mot. Bradley avait prouvé que la vitesse et la confiance dans les subordonnés fonctionnaient mieux que le contrôle rigide. La capture de Remagen a raccourci la guerre de plusieurs semaines. C'était la réponse silencieuse et dévastatrice de Bradley à la conférence de presse du 7 janvier. Il n'avait pas besoin d'un microphone pour revendiquer la victoire. Il avait juste besoin d'un pont. La relation personnelle entre Bradley et Montgomery a été incinérée. Pour le reste de la guerre, Bradley a traité Montgomery avec une distance professionnelle glaciale. Pendant l'encerclement de la poche de la Ruhr en avril, Bradley a gardé ses plans opérationnels vagues lorsqu'il parlait aux Britanniques, craignant que Monty n'essaie de le ralentir pour le rattraper. Il a refusé de coordonner ses mouvements avec le 21e groupe d'armée, à moins d'en recevoir l'ordre explicite d'Eisenhower. Le bon allié est devenu l'opérateur indépendant. Ce changement a accéléré la fin du Troisième Reich. Il a prouvé que lorsque la machine militaire américaine a cessé de s'inquiéter des subtilités diplomatiques et a commencé à mener sa propre guerre, elle était imparable. Dans les livres d'histoire, ils se tenaient ensemble le jour de la victoire. Mais dans les couloirs privés de la mémoire, Bradley n'a jamais oublié la conférence de presse. Il n'a jamais oublié le vol d'honneur. La confiance une fois brisée est la seule chose qui ne peut pas être reconstruite. Omar Bradley est souvent rappelé comme le général des soldats parce qu'il ressemblait à un soldat ordinaire. Mais son plus grand acte d'amour n'était pas sur un champ de bataille. Il était sur une ligne sécurisée, dans un bureau tranquille. En refusant de prendre des ordres de Montgomery à nouveau, il a récupéré l'honneur de l'armée américaine. Il a enseigné à l'histoire une leçon précieuse. L'humilité est une vertu, mais le respect de soi est une exigence. Il arrive un moment où même l'homme le plus silencieux doit se lever et dire « assez ». Ce jour-là, l'instituteur n'a pas seulement donné une leçon, il a commandé le respect.